Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est le maire écologiste de Grenoble depuis 2014. Éric Piolle sera l'invité du Grand JT aujourd'hui. Menu végétarien à la cantine, cours d'école végétalisés et dégenrés, inclusion. Les sujets sont nombreux, c'est dans un instant. Une allocation pour inclure les élèves de 5e à la pratique sportive, c'est ce que propose Passeport. Illustration Seine-Saint-Denis, la conseillère départementale déléguée au sport sera avec nous en deuxième partie d'émission pour en parler. Enfin, dans Vue à l'étranger, Michael Dos Santos reviendra sur le retour de la fessée dans le Missouri aux États-Unis. Alors pourquoi ce retour en arrière? Qu'en est-il de la pratique dans le monde? Il nous dira tout. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. On commence aujourd'hui avec le déplacement d'Emmanuel Macron et de Pape Ndiaye. Le président de la République et le ministre de l'Éducation se sont rendus dans les Sables d'Olonne, en Vendée, pour présenter la réforme du lycée professionnel. C'est un immense chantier. Voilà comment le chef de l'État avait présenté cette réforme il y a quelques mois pour le gouvernement. Elle est basée sur 3 axes bien précis. Rendre plus attractifs les lycées professionnels, améliorer l'insertion dans le monde professionnel, motiver aussi les élèves à continuer dans cette voie et poursuivre leurs études. Alors pour remplir ces objectifs, Emmanuel Macron souhaite par exemple 50% de stages minimum pendant le cursus de ses élèves, mieux rémunérer ces stages également, ou encore recruter des professeurs du milieu du travail. Comment est perçue cette réforme? Alors tout le monde en est conscient, la filière professionnelle va mal. Aujourd'hui, près de la moitié des élèves ne trouvent pas de travail 2 ans après l'obtention du bac. Un chiffre encore plus faible pour les titulaires d'un CAP. Ils ne sont que 41%. Pour autant, les syndicats voient d'un mauvais œil cette réforme. Un point dérange particulièrement, c'est les fameux 50% de stage minimum qui diminueraient drastiquement la présence des élèves dans les écoles. Or, selon les syndicats, ces mêmes élèves n'ont pas besoin de plus de temps en entreprise, mais de plus de culture G et d'enseignement général, comme le français ou encore les mathématiques. On continue à parler des lycéens. La rentrée a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Même 2 semaines, oui. Et pourtant, des élèves sont encore chez eux. Lycéens cherchent établissement. Cette petite annonce aurait pu être déposée par plus d'1 millier d'élèves en France quand même. Un département est particulièrement touché, c'est l'Essonne, en région parisienne. Dans le 91, 900 lycéens sont sans affectation. Alors la principale raison, c'est tout simplement que les écoles sont saturées par manque de place. Certains sont donc pénalisés. Et quelles sont les écoles, enfin les lycées qui sont les plus impactés? Alors les lycéens de la voie professionnelle et technologique, puisqu'elle est devenue plus attrayante, cette voie ces dernières années, mais aussi ceux qui ont redoublé, ceux qui ont déménagé ou encore ceux qui ont basculé de l'école privée vers l'école publique. Mais attention, ce phénomène ne concerne pas que les élèves de première. En terminale, beaucoup de bacheliers ayant raté leur examen se retrouvent également sur le carreau. Idem en seconde, toujours dans l'Essonne, 600 élèves n'ont pas pu faire leur rentrée. L'Académie de Versailles, qui s'occupe de ce département, le 91, se dit en tout cas mobilisé pour satisfaire tous les lycéens. On file maintenant dans les Hautes-Alpes où le maire de la ville de Gap a entamé une grève de la faim. Roger Didier, c'est son nom. Il a cessé de boire et de manger pour s'opposer à la fermeture de 2 classes dans sa ville. Depuis dimanche, l'élu proteste contre une décision qu'il juge arithmétique. Selon l'académie, il n'y aurait pas assez d'élèves, ce qui justifierait amplement la fermeture de ces 2 classes. Le maire de Gap, lui, n'est pas du tout du même avis. Les élèves seraient au contraire plus nombreux. Certains n'auraient tout simplement pas été comptabilisés. Hier, en tout cas, une pétition de plus de 3300 signataires a été déposée à l'Académie. De son côté, l'Académie, comment elle a réagi? En portant plainte tout simplement contre l'élu pour entrave à l'éducation. La raison, c'est que le maire et son équipe municipale ont verrouillé les salles de classe de l'une des écoles en signe de protestation. On termine avec une histoire insolite en Allemagne. Oui. Une fillette a été obligée de changer de prénom, victime de moqueries. Alexa fait ci, Alexa fait ça. Les petits camarades de classe trouvaient ça plutôt amusant. Alexa, elle, un peu moins. Âgée de 6 ans, cette fillette ne supportait pas du tout d'être comparée à l'enceinte connectée du géant Amazon. Alors face à la détresse de leur enfant, les parents ont demandé un changement de prénom à l'état civil. Après un premier refus, la justice allemande a finalement donné gain de cause aux parents. Le tribunal a jugé qu'Alexa, la fillette, était émotionnellement affectée. Un nouveau
prénom lui a été donné, il n'a pas été communiqué, mais on imagine que les parents, cette fois-ci, ont bien choisi. Ça ne sera pas Alexa, même si, bon, on peut le dire, hein, il y a 6 ans, Alexa, cette enceinte connectée, n'existait pas du tout. Donc voilà, c'était un prénom tout à fait classique. Menu végétarien à la cantine, cours d'école végétalisé et dégenré, inclusion. On va aborder tous les sujets tout de suite avec Éric Piolle, le maire de Grenoble. Et voilà, nous sommes dans le Grand JT d'éducation sur School TV avec Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes maire de Grenoble depuis 2014. Rentrée en demi-teinte partout en France, le gouvernement dit qu'elle est réussie. Les professeurs, en revanche, ne sont pas forcément du même avis. Certains élèves en parlent aussi, beaucoup de parents. Mais à Grenoble, ce qui a fait l'actualité en cette rentrée, c'est le mécontentement des parents concernant la cantine. Pourtant, nouvelle proposition, une proposition tout à fait, je dirais, dans l'air du temps, puisque vous avez proposé de rendre la cantine végétarienne. Est-ce que pour vous, c'est un échec ou pas, sachant qu'il y a eu un sondage réalisé où 94% des parents ou enfants ont refusé cette fameuse cantine végétarienne. Non, alors, les pas un sondage. Non, il n'y a rien qui effectivement fonctionne comme ça. Ce que nous avons fait, quand nous sommes arrivés à la mairie en 2014, nous avons voulu développer le bio et le local, qui était à l'époque à moins de 20%. Donc là, on est à 60% dans les cantines scolaires, 95% dans les crèches. Et nous avons travaillé autour aussi du repas végétarien, évidemment, pour à la fois les questions de conditions animales, de santé, d'éducation au goût, et aussi évidemment de gaz à effet de serre et donc d'environnement. Donc là, cette année, nous avons fait un pas supplémentaire, en lançant donc un menu végétarien quotidien qui n'existait pas, et en faisant le menu standard, c'est en inversant la logique. C'est ça. Et donc maintenant, il faut demander, vous avez le choix, donc c'est pas un sondage, vous demandez, quand vous vous inscrivez sur la plateforme... Les sondages, c'était les 94% de mécontentement, c'est pas pareil. C'est pas de mécontentement, les gens sont très contents de la cantine scolaire. Il y a entre, oui, à l'âge de moi, mes enfants sont maintenant grands, ils ont entre 17 et 24 ans. À l'époque où ils étaient à l'école, donc au début des années 2000, il y avait 30% des enfants qui mangeaient dans la cantine scolaire. Maintenant, c'est entre 80 et 90% des enfants qui mangent à la cantine. Donc la cantine scolaire est plébiscitée. C'est pour ça que c'est un vecteur social, environnemental et d'éducation qui est extrêmement fort. Là, c'est-à-dire que pour cette première année de lancement, déjà 7%, c'est 7% des parents qui ont choisi donc, le menu standard végétarien et donc, 93% qui ont choisi... Le menu vert, donc. Voilà, le menu vert, 93% qui ont choisi l'alternative, le menu vert, donc, le menu bleu ou rouge. Bleu avec du poisson ou le menu rouge avec du poisson et de la viande. Mais même ceux qui, ces 93%, ils ont quand même presque 2 repas végétariens par semaine, parce que ça c'est pour tout le monde. Et 7% pour une première année, c'est énorme, parce que c'est déjà entre 3 et 4 fois plus que le nombre de végétariens dans la population. Alors pourquoi, selon vous, il y a eu certains justement mécontents? C'est-à-dire qu'en fait, la cantine, comme vous le dites, effectivement, de plus en plus d'élèves, depuis de nombreuses décennies, eh bien, sont présents à la cantine et donc ont besoin de cet apport en protéines animales, si je puis dire, selon les parents. Enfin, je ne dis pas que c'est une réalité, hein, c'est un besoin en tout cas. Non, mais surtout, ce qui m'étonne, c'est pourquoi vous dites que les gens sont mécontents. Le bruit, il est venu de l'extérieur. Ah oui. Le bruit, les attaques, ils sont venus. Ce sont les journalistes. Bah, en pratique, c'est venu des médias, et pour faire simple, des médias de Bolloré. Donc, sur place, les gens sont ravis. D'accord. Donc, moi, j'ai mangé 2 fois à la cantine pendant cette première semaine. Et les enfants sont ravis et les parents sont ravis. Donc, il n'y a aucun souci local. Le bruit est un bruit qui vient de l'extérieur. Et c'est assez amusant parce que, effectivement, ce retournement de logique, on va dire c'est un 93% refusé. Hein, c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est que non, factuellement, il y a 93% des gens qui ont choisi le menu bleu ou le menu rouge, mais il faut voir que dès la première année, c'est 4 fois plus de personnes qui ont choisi du 100% végétarien que dans la population. Donc en fait, ça marche, et je ne doute pas qu'en inversant cette logique, aussi c'est notre imaginaire qui change, et que ça va progresser d'année en année. Donc pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Et je regarde ces polémiques avec un petit air amusé, parce que c'est toujours l'échec. C'est comme, bon, à la fin de l'année, on va couvrir l'équivalent de la consommation des ménages grenoblois en électricité 100% renouvelable, ni fossile ni nucléaire. Et le débat dans les médias, c'est de dire « Ah ouais, mais en fait, non, c'est faux, parce que c'est pas les électrons qu'ils ont produits qui servent. » Évidemment, c'est pas les électrons, on a tous un réseau interconnecté, et vous ne pouvez pas choisir quels électrons viennent chez vous. Mais il n'empêche qu'on a développé les énergies renouvelables assez
pour fournir l'équivalent de la consommation des Grenoblois en électricité verte. Donc ces polémiques m'amusent, mais ça veut juste dire que là où il y a une dizaine d'années, il y avait encore des climato-sceptiques qui disaient non, le réchauffement, c'est pas lié aux humains. Maintenant, ils ne disent plus ça, mais ils trouvent d'autres moyens de ne pas faire. Évidemment. Ne pas faire. Voilà, c'est un beau projet pour la condition animale, je le redis, c'est un sujet qui monte partout dans la société et chez les enfants. Les questions de santé, on n'a pas besoin de protéines animales, on a besoin de protéines tout court. C'était ma question justement. Vous êtes concerté avec des nutritionnistes, diététiciens, médecins justement sur le sujet? Bien sûr. Oui. Racontez-nous alors. Bon, alors les études de l'ANSES montrent qu'on n'a pas besoin de protéines animales. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Le corps humain a besoin de protéines. Et en petite quantité, peut-être pas autant qu'on imagine. Et peut-être pas autant qu'on imagine, mais on a besoin de menus équilibrés. Et nos menus sont faits par une commission qui comprend aussi des parents, etc. Mais on a une diététicienne, oui. En l'occurrence. Avant, c'était un diététicien, frère d'un footballeur célèbre, qui compose les menus. Donc les menus sont évidemment équilibrés pour les enfants et correspondent à leurs besoins de développement de 3 ans à 11 ans à peu près quand ils passent au collège. Est-ce que ça a permis aussi à certains parents qui ne voulaient pas, par exemple, qui avaient besoin de composer aussi avec des menus en fonction des religions, de pouvoir aussi choisir ce qu'ils souhaitaient pour leurs enfants à la cantine? Alors ils avaient déjà des alternatives, mais là effectivement ça simplifie le choix et ça le détache, ce qui pour moi est pas plus mal, d'une question de religion, puisque là on a le menu standard vert végétarien, le menu bleu, le menu rouge, et donc chacun peut choisir sans avoir cette connotation religieuse qui existe, c'est normal, hein, le service public peut s'adapter, et notamment dans les cantines, ça a été rappelé par le Conseil d'État. Est-ce que c'est le service qui doit s'adapter, ou est-ce que c'est les familles qui choisissent justement s'adapter à une école publique et qui donc ne fait pas de différence? En l'occurrence, le Conseil d'État a tranché cette question en disant que le service public peut s'adapter, et donc notamment évidemment dans les cantines, ce qui est fait depuis très longtemps un peu partout, mais là du coup ça enlève. À Grenoble on n'a plus ce facteur-là, vous choisissez un menu qui est détaché de connotations religieuses. En termes de coûts, évidemment, comme pour le reste d'ailleurs, tout est dit, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher, etc. Quelle est la réalité d'avoir un menu donc végétarien proposé initialement? Est-ce que c'est plus cher ou moins cher? C'est moins cher, mais ça je pense que tout le monde le comprendra. La viande ou le poisson sont évidemment des aliments qui sont plus chers que les légumes. Quand on voit le prix des fruits et légumes et l'augmentation du prix des fruits et légumes, on peut se de l'ensemble, là on a un phénomène inflationniste partout, donc c'est vrai que la réduction de la part notamment de viande et de viande rouge a permis d'augmenter la part du bio et du local, qui coûte plus cher, sans augmentation de coûts. Local, c'est pas forcément plus cher. Par contre, on a des petits soucis aujourd'hui. Ça serait pas mal que le Parlement se penche dessus, de marché public. Vous savez que nous ne pouvons pas mettre de préférence géographique dans les marchés publics. Donc ça veut dire qu'on fait tous des petits contournements dans le cahier des charges pour dire que tiens, il faut que le paysan puisse venir présenter sa pomme, faire de l'animation dans les écoles pour éviter qu'on ait des pommes qui arrivent de l'autre bout de la France ou de l'étranger dans l'assiette de nos enfants. Donc c'est à vous, au sein du département, de le faire? C'est au sein des établissements? Comment ça se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons, les élus locaux, de façon générale, c'est qu'on ait des règles de marché public qui permettent non seulement d'avoir des clauses environnementales, des clauses d'insertion, ça existe déjà, des clauses environnementales, il y en a un petit peu, mais pas assez, mais également une dimension territoriale. L'alimentation, c'est au cœur du lien territorial, et donc c'est ça qui permet aussi, on parle de la fracture avec les territoires ruraux, ça fait partie des éléments qui créent du lien et de la cohésion, et je crois que notre pays il a grand besoin de cohésion. Bien sûr. Alors, justement, votre engagement sur l'écologie, je crois que ne date pas d'hier. Je pense que j'ai lu, en tout cas, comme on remet en question beaucoup les articles. Une grosse dizaine d'années, ça fait 12 ans. Quand même, voilà. Mais elle vient d'où cette ferveur, justement, écologiste? Est-ce que c'est beaucoup plus ancien? Est-ce que même quand vous étiez jeune, déjà, vous aviez vraiment un sens de la nature et du... Alors, un contact avec la nature, oui. Moi, je suis basco-béarnais. Je suis d'un petit village à la frontière espagnole, à la limite du Béarn et du Pays Basque. Et ce rapport, notamment le rapport à la montagne, le rapport aux animaux, aux brebis principalement chez nous, c'est un rapport très intime
à la nature, qui rend humble et qui effectivement n'est pas anthropocentrique. Donc ça c'est sûr, mais j'avais un regard pas du tout politisé. Mes questions politiques, d'intérêt politique, étaient plutôt des questions sociales, autour du travail, du chômage, des questions... J'ai travaillé sur différents sujets autour de la réduction du temps de travail, de l'organisation du travail, donc c'était plutôt ça, et de la connexion avec la pauvreté. C'était plutôt ça mes sujets d'intérêt. Et ça n'est devenu une question, en tout cas pour moi, j'ai connecté cela à la lecture d'un livre au début des années 2000, c'est La guerre du carbone, un livre d'un des activistes de Greenpeace qui a fait les négociations de 1997. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait ces courbes que je voyais moi dans la dimension sociale étaient les mêmes dans le champ environnemental, et que j'ai vu cette connexion entre le social et l'environnemental. Mais j'ai continué après à être... Bon, je travaillais dans l'industrie, hein, je suis ingénieur. Oui, voilà, et l'engagement politique, il est venu de façon assez... accidentelle, on va dire, en 2009, quand Europe Écologie cherchait des gens de la société civile, et que moi j'étais dans une association dont le président avait été sollicité, et il nous a dit ben voilà, moi je vais m'engager, et peut-être que d'autres parmi vous, et puis j'ai envoyé comme ça. Alors cet engagement-là, justement, pour l'écologie, pour le défi climatique, évidemment, aujourd'hui, on le ressent à Grenoble. J'ai vu que Grenoble était une ville où il y avait beaucoup de cyclistes. Oui, on est capitale du vélo depuis 3 ans. Voilà, capitale du vélo. Vous avez aussi végétalisé les cours d'école grenobloises. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça change beaucoup. Et ce travail sur l'espace public, sur l'alimentation, sur la santé, sur le logement, et puis sur l'énergie, c'est ça qui nous a valu d'être choisi par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe cette année. Et cette végétalisation, d'abord c'est un changement aussi du rapport au vivant. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y avait une phase où il fallait du bitume partout parce que les enfants ils vont se salir. Bon, revenir à cette dimension humaine, mais qui est en fait partie du vivant. Donc là, c'est une prise de conscience pour les élèves, pour les professeurs, pour les parents. Oui, de même que les jardins dans les cours d'école, qui peuvent cultiver. Et puis, évidemment, il y a une dimension maintenant plus forte autour de la lutte contre la canicule, parce que non seulement il faut lutter contre le dérèglement climatique, mais il faut s'y adapter. Parce qu'il est déjà là, en pratique, et nous avions vécu en 2019 la première canicule en période scolaire, qui avait été très dure, mais évidemment, il faut végétaliser. Et puis, même donc, pour l'éducation... plus frais dans les salles de classe ? Plus frais dans la cour, plus frais dans les salles de classe. On a beaucoup travaillé aussi les questions de pollution de l'air à l'intérieur des salles de classe. Et puis également, maintenant, on fait des amphithéâtres de verdure, des théâtres de verdure dans les cours d'école. On en a fait 2 là, en première cette année, 2 nouvelles cette année, pour permettre aussi l'éducation à l'extérieur. Et donc ça, peut-être, j'ai entendu d'ailleurs, je crois que c'était le ministre qui au printemps proposait cela, et je crois que ça peut être aussi des nouveaux formats d'école, faire l'école de temps en temps à l'extérieur, ça peut être il y a beaucoup de professeurs qui le font, effectivement. On a reçu ici dans le Grand JT. C'est une façon aussi à nos futurs citoyens, puisque les écoliers, les collégiens et les lycéens sont les futurs citoyens de demain, de pouvoir avoir une vraie conscience écologique. Est-ce que aujourd'hui, alors vous êtes maire de la ville, mais vous êtes en contact avec tous les citoyens, est-ce que aujourd'hui vous voyez une vraie conscience des jeunes, peu importe l'âge, sur ce défi climatique qui, selon le rapport du GIEC, est imminent, parce qu'il y en a moins de 3 ans pour faire inverser la balance. Oui, on sent évidemment cette évolution, aussi parce que ça passe par l'éducation, et c'est sûr que voilà, c'était pas les sujets qu'on apprenait à l'école quand moi j'y étais, hein, donc on voit cet impact. Je pense que le rapport au vivant commence à devenir plus prégnant. Après, il faut avoir en tête que les enfants qui naissent cette année devront être neutres en carbone à l'âge adulte. Donc, et je crois que c'est intéressant, en tout cas nous, dans cette année en Capitale Verte 2022, c'est notre message, de dire on a lancé un programme Grenoble 2040. Voilà, les enfants qui naissent aujourd'hui devront être neutres en carbone à l'âge adulte, et ça implique énormément de changements.
Et la responsabilité que vous avez en tant que maire, surtout. Une responsabilité, évidemment, et une responsabilité individuelle et collective de tous, et une responsabilité des leaders politiques, en n'oubliant pas que l'enjeu majeur de cette transition est un enjeu de comment sécuriser ce parcours pour les populations les plus fragiles, et avec une question de justice sociale, puisque c'est pas ces populations-là qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. La moitié de la population la moins aisée en France émet 4 tonnes de CO2 par personne, donc on doit passer de 4 tonnes à 2 tonnes, divisé par 2. Les 10% les plus aisés en France émettent 18 tonnes, donc eux, ils doivent passer de 18 tonnes de CO2 par personne à 2 tonnes, donc divisé par 9 leurs émissions. Ce qui pointe bien, d'abord, où est la responsabilité de la situation actuelle ? Donc où doit peser aussi l'effort, et de garder en tête que dans toutes nos mesures, nous faisons attention à protéger les plus fragiles dans ce changement de mode de vie. Alors justement, vous parlez des plus fragiles, les familles donc plus défavorisées. Est-ce que aussi leur réponse, c'est combien ça va me coûter ? Comment je vais faire pour m'en sortir ? Parce que ça coûte de l'argent de pouvoir être plus vert. Bien sûr. Alors ça coûte beaucoup moins d'argent que de ne pas être plus vert. C'est-à-dire que ne rien faire, c'est ce qu'on a vu là, l'inaction du gouvernement et des gouvernements précédents. On voit bien que là, situation de crise énergétique, les énergies renouvelables, on ne les a pas développées, 27e sur 20e, donc en queue de peloton sur le développement d'énergies renouvelables en France, c'était le rapport européen qui est sorti au printemps. Et on se retrouve face à des impasses qui coûtent de plus en plus cher. C'est l'inaction qui va coûter très cher. Donc nous, ce qui est important, c'est de dire effectivement... Sur le plan politique, pardon. Sur le plan politique et sur le plan individuel, voilà. Notre responsabilité, nous, c'est d'accompagner, évidemment. Donc là, on a un quart des enfants, à peu près, qui mangent pour 80 centimes d'euros par jour. Alors que le coût global avec le personnel qui est autour et les investissements, on est aux alentours des 11-12 euros par repas, le coût de revient pour une mairie. Donc c'est 80 centimes, donc c'est un effort de 4 millions d'euros. Mais qui est logique puisqu'il y a un enfant sur 4 à Grenoble comme dans les métropoles qui vit sous le seuil de pauvreté. Oui. Donc c'est majeur. La cantine gratuite, c'est possible, c'est envisageable, c'est une mesure que vous pourriez porter ? Ça peut. Elle est portée par plusieurs députés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y arriver, et voire même l'école gratuite d'ailleurs ? L'école gratuite, normalement l'école est censée être gratuite en France. Sauf que si on y englobe les activités périscolaires, tout ce qu'il y a autour, les fournitures et autres, c'est pas forcément nous on a fait de la gratuité effectivement pour le périscolaire sur 2 soirs par semaine. Donc ça c'était là aussi avec toujours cette logique d'essayer de compenser, réduire les inégalités sociales qui sont très marquées à l'école, puisque vous êtes sur des tout petits périmètres. Il y a 77 écoles à Grenoble, donc c'est des tout petits périmètres. Et donc ça veut dire que les concentrations, les poches de pauvreté dans le logement, on les retrouve à l'école. Et donc c'est pour ça qu'on met des moyens aussi dans nos budgets qu'on donne aux écoles en fonction du quotient familial médian de l'école. Donc voilà, ça permet de mettre des moyens supplémentaires. Donc là c'est en fonction du quotient familial, mais vous ne pourrez arriver à la cantine gratuite ou pas ? On pourrait y arriver. Aujourd'hui c'est de façon à plus stigmatiser en fait plus personne. Ah, pour tout le monde vous voulez dire ? Oui. Pour tout le monde ça se discute. Quel est l'intérêt aujourd'hui de financer les personnes qui ont les moyens ? On a une question de justice sociale. Pour nous, leaders politiques... C'est le souci de l'égalité. Qui qu'on soit, on est... L'égalité, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est chacun contribue selon ses moyens. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est évident que si on fait la gratuité pour toutes et tous, ça veut dire qu'aujourd'hui, on subventionnerait de 12 euros par personne des familles qui n'en ont pas besoin. Donc ça ne me semble pas forcément ce que je cherche. Moi, je cherche plutôt à aller chercher de l'argent chez ceux qui en ont et qui en plus aujourd'hui utilisent cet argent sans s'en rendre compte, mais c'est cette prise de conscience qu'il faut avoir pour émettre des gaz à effet de serre. C'est les plus fortunés qui émettent des gaz à effet de serre. Donc je dis, j'ai besoin de cet argent-là pour réduire les inégalités, pour sécuriser ce changement pour les plus fragiles. Et puis aussi, j'ai besoin de cet argent-là parce qu'aujourd'hui, cet argent est utilisé pour émettre des gaz à effet de serre et que ça, il faut que ça se réduise fortement. Alors, vous avez aussi développé à Grenoble les cours dégenrés. Ça ressemble à quoi, un cours dégenré ? C'est il ou elle ou pas ? Une cour d'école. Oui, mais est-ce qu'on dit il ou elle, un garçon, une fille, est-ce qu'on dit il ou elle dans un cours dégenré ? Ce qui est intéressant dans ce processus,
Peut-être qu'un jour on dira Yel, moi ça ne me choque pas du tout. La langue évolue et on voit bien d'ailleurs dans l'histoire de l'orthographe et de la place qu'a pris l'orthographe, on voit bien qu'il y a aussi des affaires de domination sociale dans la façon dont a été utilisé l'orthographe. Donc ça ne me choque pas du tout. Ce qui a été intéressant, c'est le processus de construction. C'est prendre des enfants, discuter avec eux et de réfléchir en fait, voilà, c'est quoi vos activités aujourd'hui quand vous êtes dans une cour d'école et de travailler avec eux pour que chacun, en fonction de ses activités, ait de la place. Voilà, que toute la place ne soit pas prise par ceux qui jouent avec des ballons. Mais on peut jouer au foot, en fait, qu'on soit une fille ou un garçon. Ah bah, exactement. Voilà. On a lancé à Grenoble, on a lancé la première école en France municipale de foot. Parce qu'il y a plein de filles qui veulent jouer au foot. C'était pas le cas déjà avant ? Non, on est la première, mais je crois qu'on est toujours une des seules. L'école, j'entends bien, mais je veux dire, les filles jouent au foot. L'école municipale de foot. Enfin, moi, je joue au foot quand j'avais 12 ans. En France, c'est un sport. Si on a lancé une école municipale de foot, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui veulent jouer au foot, mais qui ne passent pas la porte d'un club de foot. Oui, tout à fait. Parce que voilà, il y a plein de facteurs, plein de freins. J'espère que ça ne sera plus le cas. Le foot, c'est le premier sport des jeunes américaines. Mais on est encore bien loin de ce modèle où, effectivement, aux États-Unis, le foot, pas le foot américain, le foot, le soccer, est leur première activité. Donc, c'était réfléchir à ces activités et ça permet de prendre conscience pour tout le monde. Ils ont fait des jeux, ceux qui veulent jouer à la corde à sauter, ceux qui veulent discuter sur un banc, ceux qui veulent faire des jeux actifs de ballon. Et donc, petit à petit, ils ont aménagé leurs jeux et surtout, ils ont délibéré, ils ont discuté sur quelles étaient leurs pratiques, ce qui aide aussi à sortir des stéréotypes. Donc ça, c'est notre responsabilité. C'est ça, sortir des stéréotypes, en fait, une école beaucoup plus inclusive, c'est ce que vous souhaitez ? Oui, pour tout le monde. D'ailleurs, on a lancé l'année dernière une école, une classe élémentaire pour les enfants avec des troubles autistiques. Et cette année, là, une classe de maternelle. Donc là aussi, nous avançons. On accueille de plus en plus dans le périscolaire. C'était encore compliqué dans le périscolaire du soir. Là, nous avons un petit programme pour accueillir plus d'enfants aussi avec des PAI, donc des programmes individualisés, pour donc que l'école soit accessible à toutes et tous. Cet accès universel, il est majeur. On parlait des détracteurs, je vais y arriver tout à l'heure, ou des fausses informations éventuelles. L'ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, a récemment fait un meeting dans lequel il parle d'endoctrinement des enfants, notamment sur la théorie du genre. Vous répondez quoi ? Aujourd'hui, je pense que nos enfants et nous-mêmes, on a été endoctrinés par une société de domination, quand même masculine, il faut le voir. Moi, j'ai vécu 18 ans dans l'industrie. Quand il y avait tout le débat sur les réunions non genrées, vous vous rappelez ces polémiques sur les réunions non genrées, j'ai vécu en tant que cadre dirigeant énormément de réunions non genrées. Donc si on peut travailler à l'égalité filles-garçons, c'est des questions que je me suis posées moi, je suis père de 4 enfants dont 3 filles, c'est des questions que évidemment on se pose. Le conditionnement dès tout petit, évidemment il faut travailler à cette égalité filles-garçons, femmes-hommes. Il y a encore beaucoup de routes à faire. Nos parents ont vécu quelques grands combats. Moi, ma mère devait encore demander l'autorisation à mon père au début de leur mariage pour travailler, pour avoir un compte en banque. Et on a peut-être, au bout d'un moment, oublié un petit peu ce combat féministe. Et moi, je suis extrêmement heureux qu'ils reviennent. Évidemment, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où la donne a changé, mais il reste énormément à faire. Ça devrait être une formation obligatoire, d'abord pour tous les élus, mais également pour tous ceux qui sont en contact. Une formation annuelle obligatoire. Moi, je le dis, j'en ai fait une l'année dernière. Et faites comment ? C'est des choix. Vous savez que quand j'ai travaillé dans l'industrie, nous avions 6 ou 7 formations obligatoires annuelles. C'était les gestes et postures, parce que éviter les risques d'accident du travail et puis les troubles musculo-squelettiques pour ceux qui étaient au bureau. C'était la pratique des affaires pour éviter tout ce qui est les problèmes de corruption ou de zones grises. C'était des choses comme ça, très pratiques. Et donc pour vous, il faudrait inclure justement ces notions d'égalité et d'inclusion. Ça devrait, mais bien sûr, parce que on a fait 4 heures l'année dernière, 4 heures la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec mes équipes de formation sur les violences sexistes et sexuelles. C'est un changement de mentalité qui est profond.
et qui ne concerne pas que le viol, même si le viol est un grand sujet, mais qui concerne une société qui est une société aujourd'hui quand même patriarcale et qui reste patriarcale. Vous discutez avec les administrés, est-ce que certains vous disent quand même qu'ils sont choqués par justement les cours dégenrés, les cours d'école dégenrés, ou est-ce que, Éric Zemmour toujours propose un réseau national de parents vigilants à l'école pour que les parents deviennent comme des lanceurs d'alerte face à ce qu'il appelle la propagande à l'école. Vous répondez quoi? Bon, lui, il assume son sexisme, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire, qu'il prône ses idées. Les Grenoblois? Les Grenoblois, on peut juste constater qu'ils nous suivent, puisque d'abord... A priori, vous êtes toujours là. Voilà, on est parmi les 25 premières villes de France, nous sommes la seule équipe sortante à avoir gagné des voix entre 2014 et 2020, et on a gagné 30% de voix, là où la moyenne de 2020, c'est plutôt une perte pour les 24 autres. Ils ont tous perdu des voix, y compris les 2-3 qui sont passés au premier tour, et c'est plutôt une perte de 25-30%. Donc nous, on a gagné 30% de voix, ça veut dire que ça crée un élan, ça crée du conflit, du débat, évidemment, mais ça a plutôt tendance à être suivi par la population. Un pouvoir d'achat en baisse, une inflation qui est majeure, énormissime, un moral en berne des Français avec le Covid, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, une école qui vacille malgré les bonnes idées de chacun et les bonnes interventions de chacun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'écologie, au sens propre du terme, qui est vaste, certes, mais est-ce que penser de manière écologique est une façon aussi de pouvoir justement vivre mieux et vivre bien plus tard? Je ne parle pas à vivre mieux, respirer mieux, mais même pouvoir dépenser moins. Et donc, oui, je pense que c'est un changement effectivement de revenir, réfléchir à nos aspirations sans doute les plus profondes. On est un peu noyé dans cette société de consommation, c'est très dur d'en sortir. À titre individuel, on le voit bien, on a des aspirations qui peuvent être hautes, mais on est aussi pris dans cette espèce de grosse machine à laver. Les stimulus, là je viens de lancer, nous avons arrêté la publicité sur l'espace public municipal en 2014. Je viens de signer une pétition demandant au gouvernement d'interdire les écrans vidéo dans les magasins. Vous avez vu, de plus en plus, ça pénètre ces écrans qui nous accrochent l'œil. On voit bien quand on tourne la tête. La consommation de ces écrans publicitaires vidéo, c'est 2000 kWh en moyenne par an pour 2 mètres carrés. Donc c'est l'équivalent d'un ménage hors chauffage et eau chaude sanitaire. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais surtout, ça ne sert à rien à part stimuler nos pulsions de consommation. Hors sanitaire, c'est à peu près quand même la majeure partie. Non, ça veut dire que c'est l'électricité, voilà, mais ça veut dire que c'est juste pour donner une ordre d'idée. Mais effectivement, je crois qu'on a Bruno Latour qui fait ses ateliers pour dire redéfinir de quoi nous sommes dépendants, à quoi nous sommes attachés. Je crois que c'est en faisant ça qu'on va trouver un chemin de dignité. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais ce que nous voulons, c'est une société juste et digne où chacun puisse vivre. On a des aspirations et des imaginaires tous très différents, donc il ne faut pas uniformiser ces imaginaires. Par contre, dans nos modes de vie, on sait que sur le logement, il y a un effort majeur à faire d'isolation. Pour l'été, avant on disait pour l'hiver, mais en fait maintenant on se rend bien compte que c'est aussi pour l'été. Notre corps humain réagit mal à la chaleur. Pour notre façon de nous déplacer, là aussi on doit changer les choses. On a eu cette image de la liberté de la voiture individuelle. Est-ce que se promener quand on pèse entre 50 et 100 kilos, on va dire, dans un véhicule d'une tonne 8, est-ce que c'est efficace énergétiquement? Non. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement, meilleur pour le lien humain? L'alimentation aussi, les questions de santé, on a un système de santé qui s'effondre, donc là aussi la prévention des problèmes de santé va être majeure. Et donc oui, c'est une façon de vivre mieux. Ça veut dire qu'aussi, moi je ne parle jamais d'urgence, parce que je crois que ce terme d'urgence nous paralyse quelque part. On voit la taille du truc, on écoute les scientifiques qui nous disent que ça se réchauffe et qu'on se sent tout petit. Alors si on ne parle pas d'urgence, on ne fait rien, c'est ce qui a été le cas pendant des décennies, et si on parle d'urgence, d'un coup il se passe quelque chose quand même. Manifestement, c'est le sujet numéro 1 des Français là, aujourd'hui. Oui, mais je ne crois pas que ça marche avec la peur. Je crois que ce qui nous permet de nous faire avancer, c'est de dire comment voulons-nous vivre. C'est la prise de conscience. Et c'est comment voulons-nous vivre. Et c'est ça qui va changer notre façon d'être. C'est comment voulons-nous vivre. Et peut-être, du coup, sortir un peu de cette société de consommation. C'est vrai. Merci beaucoup, Éric Piolle, maire de Grenoble, d'avoir été avec nous dans le Grand JT de l'Éducation. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on revient dans un instant.
En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. Depuis la crise sanitaire, les clubs sportifs ont été désertés malheureusement. Alors pour y remédier, le gouvernement met en place le Pass Sport, une aide financière pour intégrer clubs sportifs et associations. Je suis ravie d'accueillir Zainaba Saïd en Zoom justement pour en parler. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis ravie. Vous êtes conseillère départementale déléguée au sport de la Seine-Saint-Denis. Donc la Seine-Saint-Denis, c'est à côté de Paris pour tous ceux qui nous suivent. Vous avez mis en place le Pass Sport. Évidemment, on comprend sport dans le terme passeport. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous avions remarqué, et je pense comme tout le monde, que la sédentarité et les risques d'obésité augmentaient ou fortement augmenté avec la crise sanitaire. Et donc, nous avons décidé, c'était une promesse de campagne, de permettre aux élèves de 5e dans nos collèges publics d'une aide de 100 € pour la prise de licence dans les clubs sportifs, mais aussi dans les associations sportives de leur collège. Alors, 100 €, c'est bien, c'est pas bien, ça suffit. Vous allez me dire, oui, c'est formidable. Forcément, c'est toujours mieux qu'avant. Mais avec 100 €, qu'est-ce qu'on peut faire ? Beaucoup de choses, évidemment, vous l'avez dit. Et en fait, j'ai fait le tour de certains forums des sports qui ont lieu les week-ends là, de septembre. Et la population, les parents, les élèves, les enfants sont ravis de pouvoir compter sur cette aide-là. Parce que même si... nous avons le passeport de l'État de 50 €, le passe loisir de la CAF, parce qu'en Seine-Saint-Denis, la CAF octroie une aide aussi pour la prise de licence. 100 €, la Seine-Saint-Denis se différencie. Élèves de 5e, ils sont cumulables, élèves de 5e, mais aussi sans condition de ressources. Donc c'est vraiment une aide universelle. Et là, c'est là où on se démarque. Et évidemment, quels que soient les moyens des familles, c'est toujours un plus pour leur permettre de se dire on peut faire une activité sportive. Et alors justement, cela ravit ou cela choque les familles que ce soit universel ? Est-ce que certains se disent, mais non, mais je ne comprends pas que les familles les plus aisées financent pas plus finalement que les autres ? Alors, on part du principe que le sport est une activité essentielle et il faut prendre une véritable habitude de vie. Et cette habitude, elle se prend dès le jeune âge. Vous ne m'avez pas encore posé la question pourquoi la 5e. C'est exactement parce qu'en 5e, on observe un décrochage. Et aussi, cette pratique, elle sera plus facile quand on y va en groupe, surtout chez les jeunes filles. Et le fait de permettre à tout le monde, sans condition de ressources, de dire vous avez une aide, allez-y, profitez-en. On n'a pas ce type de remarque. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu encore. Tant mieux. En 6e, il n'y a pas de décrochage au moins ? Il y a beaucoup moins de décrochage. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'opère entre la 6e ? Ce qu'on observe, c'est qu'en école élémentaire, généralement, les enfants ont une activité sportive, que ce soit par les écoles municipales de sport ou en club, peu importe. En 6e, elle se poursuit. Et en 5e, on observe un décrochage. Ça, c'est les résultats que nous avons eus à la suite d'une étude qui a été réalisée par l'Éducation nationale et confirmée aussi par l'IRDS. Mais on a les raisons de cela ? Pourquoi la 5e et pas plus la 6e ou la 4e ? Ah, en 4e, ça se confirme. D'accord, très bien. Ça se confirme. Et ce qu'on a voulu faire en 5e, c'est de se dire, allez, on vous aide,
prenez une activité comme une activité sportive, et puis en 4e, en 3e, vous allez poursuivre. Alors, faut-il encore rappeler les bienfaits du sport? Je pense que c'est inutile, mais on va quand même leur dire. On parle beaucoup de sport ici sur le Grand JT de l'éducation et d'EPS, éducation physique et sportive, donc les cours qui sont dispensés dans les écoles, dans les établissements. Vous pouvez redire à quel point c'est important, justement, pour les étudiants, pour les collégiens et lycéens, de pouvoir être actifs à l'école, au sein de l'école, mais aussi en dehors des activités scolaires. Il y a plusieurs bienfaits. C'est vrai que pour la santé, pour l'hygiène de vie, donc évitons l'obésité, la sédentarité, mais aussi se connaître soi-même, se lancer des défis, aller au-delà de ce qu'on pensait en fait, et surtout on va dire le bénéfice de l'effort. Et on le voit bien, quelqu'un qui a une activité sportive régulière, en fait, se sent mieux aussi pour pouvoir, dans les apprentissages et même dans le travail. Je ne vous demande pas si vous faites du sport, mais on le voit bien que quand on se dépense, on se sent mieux et on peut mieux se concentrer, que ce soit sur notre travail ou sur les apprentissages. Et le sport aussi, alors ça je le comprends bien sûr, sur la santé, sur l'équilibre psychologique, mais aussi peut-être sur l'appréhension de son corps, parce qu'en 5e justement, 4e, 3e, c'est les moments aussi où le corps évolue beaucoup, pour les garçons comme pour les filles. C'est les moments où aussi on se regarde beaucoup, avec une société qui est très active par rapport aux réseaux sociaux, au numérique. Est-ce que c'est aussi une façon de pouvoir mieux appréhender l'avenir ? Je suis d'accord avec vous. Il est vrai que le corps change et qu'on a besoin aussi de s'accepter. Et le fait de pratiquer une activité sportive, ça permet aussi d'être accompagné dans ce changement et de se dire que c'est normal. Et vous le disiez pour les jeunes filles, et je vous le disais tout à l'heure, c'est impressionnant la chute d'activité sportive qui est liée aussi au passage à l'adolescence, à la puberté. Et on n'a pas envie que ce soit un frein. On n'a pas envie que les jeunes filles se recroquevillent sur elles-mêmes, mais on a envie justement qu'elles pratiquent. Sur notre département, la pratique féminine est extrêmement importante. Elle est portée depuis 20 ans et c'est la raison pour laquelle en Seine-Saint-Denis, nous avons des sportives de renom, que ce soit dans les sports collectifs comme le rugby ou le handball. Quand nous avons des championnes olympiques de rugby à 7 et qu'elles viennent de Seine-Saint-Denis, ça participe à l'image que la jeune fille peut faire du sport et peut aller loin. Alors justement, vous avez évidemment plein de têtes d'affiche qui viennent pouvoir partager leur vécu et leur passion pour le sport. Comment réagissent tous ces jeunes? Est-ce qu'ils ont envie de mixité, c'est-à-dire de pouvoir être tous ensemble, garçons, filles mélangés? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des sports qui sont spécifiques et qui mettent à l'aise justement les jeunes filles en 5e, 4e? Parce que peut-être que la natation, c'est pas toujours évident. Il y a peut-être des sports qui sont un peu plus... qui amènent un peu plus... qui rebutent certains enfants, non? Alors là, non, je dirais pas de discrimination. Pas de stéréotypes aussi. Discrimination, j'espère bien. Pas de discrimination. Mais... Et on n'est pas là à dire aller vers cette telle discipline. Non. Le goût, c'est de se faire... Il faut donner le goût de pratiquer du sport, le goût d'avoir une activité ensemble. Et c'est la raison pour laquelle l'aide est universelle, pour permettre aussi à un groupe d'amis de se dire on y va, on va faire du sport. Viens, on va choisir notre sport ensemble et on va pousser la porte d'un club. Et c'est important. Pas de frein à la pratique. Si elles veulent faire du foot, elles feront du foot. Si elles veulent faire du rugby, elles feront du rugby pour les jeunes filles. Alors les garçons, généralement, ils sont en tous les cas, n'ont pas remonté ce type de difficultés ou de choix dans la pratique, de choix dans la discipline. Combien de clubs ou d'établissements sont partenaires avec Passeport? Alors, pour le moment, nous avons référencé 400 clubs sur la Seine-Saint-Denis et les inscriptions vont crescendo puisque aujourd'hui, nous sommes à 5000 demandes sur notre plateforme et donc nous espérons, comme nous avons 20 000 collégiens 5e dans notre public, que cette aide pourra être utilisée par l'ensemble de ces... Pour ceux qui nous regardent, il y a encore de la place par exemple? Bien sûr, de la place. Alors, de la place où ça? Ah ben ça, je ne sais pas où, mais ça c'est vous qui allez me le dire. Mais disons qu'on peut encore aujourd'hui faire appel donc, à Passeport et demander à pouvoir intégrer un club, un établissement. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Nous, c'est une aide à la prise de licence. Oui. Donc, on octroie ces 100 €. Et après, sur les créneaux disponibles, les clubs sont souverains et en fonction de leur chrono, s'ils ont de la place ou pas. Les clubs sont toujours prêts à recevoir les élèves. Le Covid n'a pas impacté justement ces clubs de sport-là? Justement,
c'est la question depuis 2 ans maintenant. Les clubs nous ont remonté leurs difficultés. Ils ont eu une baisse de licenciés et cette aide leur permet aussi de se remobiliser et d'augmenter un peu le nombre de licenciés. Merci beaucoup d'être venu nous parler de passeport, justement, Zainaba Saïd Anzoum. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale déléguée au sport de la Seine-Saint-Denis. Et donc, bravo pour cette initiative mise en place avec Passeport. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de Vue à l'étranger avec Mickaël Dorian. Mickaël, alors aujourd'hui on s'intéresse à la fessée, interdite en 2001 dans le Missouri aux États-Unis. Elle fait son retour cet État dans l'État américain. Pourquoi ce retour en arrière? Le retour de la fessée doit permettre de maintenir l'ordre et la discipline. Voilà comment justifie cette décision l'Académie du Missouri, une mesure qui a été prise en coordination avec les parents. Alors ils ont été consultés quelques mois auparavant et ils ont placé en tête de leurs préoccupations les problèmes de comportement. Cette proposition leur a été faite de remettre en place la fessée et ils ont majoritairement voté pour. Alors toutefois, il faut le savoir, la fessée est autorisée mais sous certaines conditions. Alors les parents doivent être prévenus avant que cela n'arrive, ce qui est assez étonnant. Tout le monde ne peut pas punir l'élève, une personne en a spécifiquement la charge, un employé de l'académie doit être présent comme témoin et puis enfin... Il y a un maître fessée. Il y a un maître fessée, exactement, une personne qui est dédiée à la fessée, c'est quand même assez dingue. Et puis le coup ne doit pas entraîner de blessures physiques. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. En tout cas, depuis 1977, la Cour suprême aux États-Unis a jugé que la fessée n'était pas contraire à la Constitution. Et plus précisément au 8e amendement qui interdit les punitions cruelles. Au total, en tout cas, 17 États interdisent la fessée aux États-Unis, la plupart dans le sud du pays. Et on estime qu'environ 70 000 élèves sont punis en moyenne chaque année. Alors j'imagine et j'espère surtout qu'il y a des opposants. Oui. Qui s'y opposent? Alors les opposants sont nombreux, fort heureusement. Aux États-Unis, les parents d'enfants noirs et handicapés ou handicapés, car leurs enfants en sont majoritairement victimes. C'est quand même assez dingue, c'est tout simplement de la discrimination. Et puis plus globalement, les pédopsychiatres, au fil des années, ils ont découvert que la fessée, au-delà de l'aspect humiliant, n'était pas du tout bénéfique pour l'enfant. Elle ne permet pas de comprendre une règle, bien au contraire, elle apprend la violence à l'enfant. Et peut même, en cas de répétition, être à l'origine de la dégradation du lien enfant-parent ou encore de comportements délinquants dans le futur. De même, il faut le savoir, et c'est très intéressant, que 50% des coups sont donnés à des enfants de moins de 2 ans. Or, il faut le savoir, avant 2 ans, l'enfant n'a pas du tout conscience de la fessée. Il ne sait pas du tout bien que cela a un sens, la fessée. Pour lui, c'est juste un geste brutal. Encore faudrait-il qu'il y ait un sens. Et oui, tout cela, tous ces arguments, on les connaissait déjà avant, donc avant 2001 et avant 2022 quand il y a eu retour. Mais bon, bref. Et donc, qu'en est-il de la fessée dans le monde aujourd'hui? Alors, désolé de vous l'apprendre, Virginie, mais la France a mis beaucoup de temps avant d'adopter l'interdiction de la fessée, 40 ans après la Suède, qui est le premier pays dans le monde à l'avoir fait. En 2019, notre pays est devenu le 56e pays dans le monde à bannir la fessée. Le problème, c'est qu'aucune peine n'est prévue par la loi sur notre territoire. L'interdiction de la fessée a finalement une portée symbolique. Alors, bien sûr, si elle se répète dans le temps, le juge des enfants peut se saisir de l'affaire, mais encore une fois, c'est un cas très rare. En tout cas, dans le monde, la liste des pays qui ont interdit la fessée est dominée clairement par les pays européens et les pays aussi d'Amérique du Sud. Alors parmi eux, je ne vais pas faire toute la liste bien évidemment, mais on peut compter la Norvège, la Finlande qui ont été des précurseurs, l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, etc., le Brésil ou encore l'Argentine. On parle de la fessée à l'école, même pas à la maison. Pas forcément à l'école, de manière générale, c'est-à-dire à la maison et à l'école. Oui. Alors qu'en est-il des pays qui l'autorisent encore? Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 2/3 des pays dans le monde qui l'autorisent. Vous imaginez, c'est énorme. Vous divisez tout simplement la carte du monde en 3 et vous en prenez 2 parts. Voilà, 2 parts, c'est le nombre de pays en tout cas qui autorisent la fessée. Alors près de chez nous, elle est acceptée et ça va sûrement vous surprendre en Angleterre, en Suisse, en Belgique ou encore en Italie. Donc ça veut dire que quand même la fessée est autorisée dans plein de pays encore en Europe. Aux États-Unis, on le disait, elle est même autorisée à l'école, on en parlait tout à l'heure. Et puis elle reste aussi autorisée dans plein de grandes nations comme la Russie, la Chine ou encore le Japon. Il reste énormément de travail pour faire évoluer les mœurs concernant la fessée dans le monde. Et je vais terminer avec un chiffre qui est quand même assez révélateur. C'est que 85% des parents français, et je dis bien français, ont reconnu en 2017 qu'ils avaient encore recours à la fessée. Waouh. Voilà. Donc il y a du boulot.
Merci Mickaël, c'est l'heure du Zap, le meilleur de School TV, c'est maintenant. Par rapport à ce que vous disiez il y a quelques instants, la voie professionnelle, ce n'est pas une voie de garage. Est-ce que dans ce que vous dites aux élèves, vous prenez en considération le fait que pour certains d'entre eux, c'est une orientation par défaut? Ceci étant, je ne suis pas tout à fait sûr que chez vous, ce soit beaucoup de l'orientation par défaut, parce que c'est un lycée quand même très spécialisé. C'est très spécialisé, voilà. on y vient... C'est un lycée demandé, on sait ce qu'on vient faire. Voilà. On y vient par envie, par passion, voilà. parce qu'on aime le verre, on travaille le verre. On va faire de très belles choses. Les cours se fassent dans les ateliers en musique, avec du temps pour créer un vitrail, c'est quelque chose, c'est quand même, c'est magique. Quelque chose de séculaire, c'est magique. Mais est-ce que vous leur parlez un peu différemment quand même, pour leur dire, voilà, il y a une grande dignité à ce que vous allez faire là? Ah oui, alors pour revenir à la première question, est-ce qu'on y va par défaut? Oui, malheureusement. Il y a eu, de la part de l'institution de l'École de la République, allez, il n'a pas de bonne note, il n'a pas un niveau, allez, on va peut-être lui proposer, ou même l'accompagner, plutôt que lui proposer, allez, toi tu vas aller là-bas, et puis on ne discute plus. Alors ça a tendance à changer. Ça a tendance à bouger un peu le curseur, où on va accompagner les jeunes, d'abord par des stages, des mini-stages, des stages passerelles, où on va lui mettre le pied à l'étrier, des initiations d'une demi-journée. Nous, on accueille. Et tout ça, ça donne de la confiance. Tout ça, ça donne de la confiance. Tout ça, ça donne déjà pourquoi et où on est. C'est important. L'espace, et je voulais qu'on termine sur cette question, messieurs, c'est l'univers de tous les possibles et de fascination pour les enfants, pour les adolescents, et aussi pour pouvoir susciter des vocations. Gilles, peut-être, où est le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale de la Société astronomique de France? Mais assurément sur les bancs de l'école. Évidemment, ça fait partie de nos missions à tous de transmettre la flamme, évidemment, d'éveiller en fait, et puis de susciter des vocations, donc d'expliquer. C'est d'abord la passion qui nous anime. Et je crois que des vies sans passion sont des vies un peu tristes et monotones. Or, le ciel appartient à tout le monde. Il n'est pas facile de l'observer en pleine ville, malheureusement la nuit à cause des lumières, mais peut-être qu'avec la crise énergétique qui s'annonce, les autorités vont prendre enfin des dispositions pour permettre à tout à chacun d'observer le ciel gratuitement à l'œil nu. Ça serait quand même pas mal. Un peu partout sur la planète, en tout cas, on s'y attache. Et oui, ça fait rêver. Mais les astronautes aussi font rêver. Ils vont aussi partager un certain nombre de choses du ciel, un certain nombre de connaissances. Il y a nécessairement, c'est très intéressant, et il y a évidemment une génération Thomas Pesquet, pour ne citer que lui en France, mais il y a bien entendu plein d'autres astronautes un peu partout dans le monde qui suscitent émerveillement auprès du grand public, des petits, des scolaires, et ça c'est assez fantastique. Donc on a beaucoup d'activités en faveur de l'éducation. L'astronomie à l'école, c'est un sujet difficile. Ça aide aussi à lutter contre l'obscurantisme, les idées reçues. Malheureusement, dans plein de pays dans le monde, y compris chez nous, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, qui pensent que les dinosaures n'ont pas existé, qui pensent que le monde s'est fait en quelques jours, il y a 12 000 ans, voilà, des choses comme ça. Ça paraît stupéfiant, mais c'est quand même la réalité. Et on se doit d'expliquer, on se doit d'essayer de convaincre, de persuader avec des arguments. C'est difficile, mais on y croit tous. Jacques Baudry, quels sont les objectifs de cette végétalisation, un projet, comme le disait Monsieur le maire, collectif? Oui, c'est bien, c'est un projet global, et d'ailleurs, les projets sont les mieux réalisés quand ils sont portés par la communauté scolaire, et on prend le temps de la concertation. Au début, on portait le projet pendant 1 an de concertation et de travaux, et finalement, on est passé à 2 ans pour bien laisser la possibilité aux équipes éducatives, aux parents, aux enfants de travailler à l'aménagement de leurs cours. Et on essaye de ne réaliser à Paris que des projets de cours ASIS, là où il y a une dynamique de la communauté scolaire qui le demande, qui associe, qui travaille. Parce que les projets sont beaucoup mieux réussis quand ils sont portés et largement concertés. Donc l'objectif, c'est bien sûr de créer un lieu de vie, le lien avec le vivant, exactement comme le disait Nadine de Verdi. Et puis un projet global de végétalisation de la ville, avec sur les 72 premières cours qui sont déjà été réalisées, on en fait 27 de plus cette année, on a déjà près de 2 hectares d'espace désimperméabilisés. Donc à l'échelle d'une ville comme Paris, c'est les espaces à végétaliser, ça sera plus de 10 hectares sur toutes les cours d'école de Paris. C'est non négligeable pour végétaliser la ville, pour créer des îlots de fraîcheur. Et on sait qu'évidemment, du fait de la canicule, on en a bien besoin. Donc c'est à la fois une politique de qualité de vie, une politique éducative et puis une politique de santé publique
avec la végétalisation de la ville. Et aujourd'hui, dans l'Anti-Sèche, Emma, bonjour. Bonjour. On va parler d'un tabou qui existe encore un peu trop à l'école, c'est le sujet des règles. Et oui, avoir ces règles, en général, ça arrive au collège, même avant, dans certains cas, et c'est toujours un chamboulement. Pour une jeune adolescente, il faut apprendre à le gérer, parce qu'au début, c'est pas forcément régulier, on peut avoir mal au ventre, on peut être prise au dépourvu si ça arrive à l'école, et puis surtout, même si on en parle de plus en plus, que c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, ça reste tabou, on peut avoir en plus du mal à en parler à ses parents, on se sent pas forcément à l'aise, c'est quelque chose de très intime, et c'est pour ça que l'école a son rôle à jouer pour permettre aux jeunes femmes de mieux vivre ce moment. C'est un rôle qu'elle joue déjà dans les programmes, je crois, en SVT, non, oui, au début du collège. Les programmes de 5e, c'est le fameux cours sur la reproduction des êtres humains. Et c'est vrai que normalement, on évoque les menstruations. Mais en préparant cette chronique, je lisais de nombreux témoignages. Et il y a des jeunes filles qui, en 4e, n'avaient jamais entendu parler des règles en cours d'SVT. Mais quoi qu'il en soit, même si on en parle, c'est toujours sous un angle physiologique et anatomique et jamais sous un angle pratique. Or, quand on vient d'avoir ces règles, c'est la pratique qui est important. Comment on fait pour se sentir bien, voilà, pour se protéger, pour se sentir bien pendant qu'on a ces règles. Et c'est là que l'école a un petit peu de mal à être à la hauteur. Mais oui, rien que sur la question de l'hygiène, selon une étude réalisée en 2020 par Essity, une entreprise qui est spécialisée dans les produits d'hygiène, 68% des filles interrogées déclarent être mal à l'aise à l'idée d'utiliser les toilettes quand elles ont leurs règles. Autre chiffre, 31% des filles ont déjà manqué les cours à cause de leurs règles parce qu'elles ne se sentaient pas assez à l'aise pour venir en cours, justement. En fait, elles se disent si ça me gêne, si je dois aller me changer, je n'ose pas demander à mon professeur. Ou alors, elles vont en cours, mais elles ont du mal à bien se concentrer parce qu'elles sont gênées, justement, à cause de ça. Le résultat, c'est que ça peut creuser les inégalités. Parce que les garçons n'ont pas ce sujet. Voilà, entre les filles et les garçons. Il y a la question du coût aussi. On parle beaucoup, voilà, puisque la précarité menstruelle, le fait de ne pas pouvoir, voilà, le fait de ne pas pouvoir s'acheter de protection, mais elle concerne des milliers de jeunes filles en France. Il y a quand même une prise de conscience et depuis quelques années, un certain nombre d'établissements qui ont décidé de réagir. Et oui, on voit de plus en plus arriver les distributeurs gratuits de protection hygiénique dans les lycées. C'est le cas par exemple de tous les lycées franciliens. Dans les Hauts-de-France aussi, on en voit de plus en plus sur tout le territoire. Oui. Absolument. Et ben voilà. Et depuis cette année, le département du Puy-de-Dôme a décidé d'équiper tous ses collèges aussi. C'est une première en France. Donc, on avance. Il y a aussi des associations qui interviennent dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les élèves à ces questions. Sachant, et on termine peut-être par là, Emma, qu'il devrait y avoir des cours obligatoires d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous avez prévu d'ailleurs et pas forcément fait. Petit couac aussi, c'est la loi Aubry de 2001, loi qui prévoyait 3 séances annuelles à l'éducation à la sexualité du CP à la terminale. Dans les faits, le collectif Nous Toutes a enquêté et les résultats de cette enquête, c'est que cette loi, sans grande surprise, elle n'est pas du tout appliquée. Merci beaucoup. Emma, on retrouve Maï Traoré. La suite du Grand Oral. Étienne Langereau, il y a l'aspect, je le disais, écologique, mais également peut-être l'aspect pédagogique. Quand vous imaginez, quand vous designez, si je puis dire, ces projets, en revoyant, j'imagine, tous les emplacements et des jeux peut-être un peu différents pour qu'il y ait d'autres interactions ? Oui, comme disait Jacques Baudrier, effectivement, ça se fait avec les enseignants, avec les enfants. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le fait de végétaliser la cour et de l'aménager avec eux, ça les calme. C'est ça qui est incroyable. Non, mais c'est vrai. Et donc, le temps de la récréation ou le temps périscolaire est beaucoup plus calme. Peut-être ce qui est pas mal aussi. Oui. Et alors, moi, j'ai pas connu ça. C'était tout le monde courait. On se faisait mal. C'était fou, quoi. On se pose, on est plus calme, etc. Et l'autre dimension du projet que nous avons à Montrouge, c'est d'ouvrir ces écoles au grand public pendant les week-ends, pendant les vacances. Et donc, ce seront demain des jardins ouverts au public. Et comme nous, à Montrouge, comme je le disais, on a peu d'espaces verts, le fait de les ouvrir lorsque les parents sont libres, ils pourront venir avec leurs enfants, et eux aussi vont se l'approprier, et eux aussi pourront regarder ce que les enfants font, etc. Donc c'est vraiment un projet global, c'est pour scolaire, en fait, c'est pas que les cours d'école, elles sont, voilà, et en dehors de la période scolaire, elles pourraient être ouvertes à chacun. Mickaël, c'est la fin de ce grand JT. Déjà. Eh oui, déjà. C'est trop court. Quand est-ce que vous revenez ? Demain. Eh ben, parfait. Vous aussi, j'espère. Merci de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox. SchoolTV.com, évidemment, pour le retrouver. À la réalisation, aujourd'hui, Théo Boscar. Au son, Mathieu Sullivan. Au make-up, Colline Hamel. À la rédac, toujours Emma Guessel et Agathe Delannoy, bien sûr. Merci à vous tous de nous suivre et à demain.